C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Point de presse cet après-midi du ministre de l'Intérieur. Massaoudou Hassoumi est revenu sur la sortie médiatique du chef de file de l'opposition et l'achat de l'avion présidentiel. Les travaux de la session budgétaire se poursuivent normalement à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 4 projets de loi. Détail dans un instant. Le ministre de la Santé publique a présidé ce matin à l'auditorium Sani Bako une réunion. Objectif, prendre des mesures pour lutter contre le virus Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a donc animé cet après-midi un point de presse à son cabinet. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Il s'agit notamment de l'achat de l'avion présidentiel Le Mont Greboun et la sortie médiatique du chef de file de l'opposition, Elhadj Seyni Omar. Hassoumi Massaoudou, que je vous propose de suivre. Il a circulé dans tous les journaux, enfin au départ dans les journaux de l'opposition, sur la lettre d'intention que j'ai signée en tant que directeur de cabinet à propos de l'avion qui a été commandé. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire qu'on a choisi une lettre, mais il y en a deux autres. Ce n'est pas une lettre. Il y en a 3. La première, c'est la lettre d'intention que j'ai signée en tant que directeur de cabinet en date du 16 juillet 2013. Là, voilà. Voilà ma signature. Bon, elle a été publiée dans tous les journaux. Tout le monde la connaît. Et ce qui m'a amené à précipiter cette intervention, ce que je n'aurais pas répondu si c'était encore les ragots des journaux, de certains journaux. Mais comme le chef de l'opposition en a parlé, ça prend une certaine proportion. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai signée en tant que directeur de cabinet. Cette lettre d'intention, c'est la première, 16 juillet 2013. Mais curieusement, on considère que c'est ça le marché. Une lettre d'intention n'est pas un marché, mais on considère que c'est le seul document unique qui a engagé le Niger dans cette transaction. Mais il y en a 2 autres. Pourquoi on a trouvé celle-ci, on n'a pas trouvé les 2 autres? À la date du 24 octobre 2013, une autre lettre d'intention a été faite, et celle-là n'est pas publiée. Curieusement, on ne l'a pas trouvée. Elle a été signée le 24 octobre 2013 par mon successeur comme directeur de cabinet du président de la République, Seydou Sidibé. Celle-là, elle n'existe pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pendant longtemps, il n'y a que ce seul document sur la base duquel on a dit que ce marché a été fait. Donc ça, c'est le deuxième document. En date, c'est la lettre d'intention, la deuxième lettre d'intention, en date du 24 octobre 2013, qui a été signée par mon successeur. Et ensuite, après cette lettre d'intention, il y a la troisième, qui est le marché lui-même. Le marché négocié par entente directe avec mise en concurrence, marché numéro 600/13/MF/DGCF, et qui a été signé, voilà les signatures, ça c'est le marché. Parce que les lettres d'intention, ce n'est pas des marchés, je vais vous expliquer. Ça c'est le marché, qui a été signé par le ministre de la Défense nationale, visé par le contrôleur financier, approuvé par le ministre des Finances. Hassoumi Massaoudou, que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de cette édition. Après donc la sortie médiatique du porte-parole de l'ARDR, l'opposition politique, qui a fustigé le comportement du ministre de la Justice lors du point de presse co-animé
par ce dernier avec les ministres du Plan et de celui des Finances. C'est au tour de Kabirou Adamou, membre de la MRN, la mouvance présidentielle, de se confier à la presse pour condamner les propos tenus par Ousseini Salatou. Suivez plutôt. L'homme politique en herbe, l'homme politique sans repère, un monsieur surnommé Ousseini Salatou, au cours d'une sortie ratée, avait proféré de fausses accusations à l'encontre de l'État du Niger à travers la personne du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Nous avons remarqué une chose. À chaque fois que le chef de file de l'opposition se trouve dans une situation inconfortable, M. Ousseini Salatou récupère cette situation pour se faire de la publicité, pour faire sa propre promotion politique. Nous le comprenons, c'est son gagne-pain. Parce que, étant exclu du monde enseignant, parce que impliqué dans des fausses affaires de bac en 2005, M. Ousseini Salatou, rejeté par le corps enseignant, revient sur la scène politique, pensant que la scène politique est une source de revenus pour lui, pour gérer son quotidien. Ce même Ousseini Salatou qui dit que le ministre de la Justice ne mérite pas le poste qu'il occupe. Mais M. Ousseini Salatou oublie que lui, il a été ministre par tirage au sort. Parce qu'il y avait 3 noms qui étaient là et il fallait tirer un seul nom. Il a eu la chance d'être ministre. Un ministre qui a été coopté par tirage au sort. Quelle leçon de moralité, quelle leçon de dignité, quelle leçon de bonne gouvernance peut-il donner à quelqu'un? Le même Ousseini Salatou, nous le conseillons d'aller vérifier le CV du chef de file de l'opposition. Le même Ousseini Salatou, nous le conseillons d'aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur du pays, parce que la Renaissance est la seule alternative crédible au peuple nigérien. Parce que la Renaissance est en train de faire des réalisations. Nous savons que cela fait mal à M. Ousseini Salatou. M. Ousseini Salatou qui se croit plus militant du MNSD que militant de l'ABISE. Je sais que ce comportement frustre beaucoup de militants du MNSD parce qu'il s'est imposé militant, il s'est imposé porte-parole du MNSD Nassara. Nous comprenons bien M. Ousseini Salatou. M. Ousseini Salatou, il y a beaucoup d'élèves et étudiants qui se plaignent de vous parce que impliqués dans des histoires de faux bacs. Il y a beaucoup de familles qui se plaignent de vous. Aujourd'hui, quelle leçon de moralité pouvez-vous nous donner? M. Ousseini Salatou, je vous demande de vous calmer. Je vous demande d'avoir un peu de regard à l'égard de l'État du Niger. Vous êtes homme politique, vous êtes habilité à diriger ce pays. Par conséquent, vous avez l'obligation de respecter l'institution de l'État à travers les autorités qu'incarne l'État, notamment le ministre de la Justice. Autre aspect de cette édition, le 15 octobre dernier, le président de la République était à Zender pour le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, frontière Nigeria. À cette occasion, les populations du Damagaran ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, Issifou Mahamadou. Retour sur cet accueil avec Isdor Banaba. Mercredi 15 octobre, la ville de Zender était aux couleurs du Parti Rose. Pour cause, l'arrivée du président de la République pour le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, frontière du Nigeria. Ainsi, hommes, femmes, enfants, tous étaient là, à pied, à moto, sur des chameaux, ou mieux, avec des voitures, pour manifester leur reconnaissance au président. Chant du parti, danse, bref, l'ambiance était bon enfant, tant à Zender que dans les autres communes traversées par la délégation présidentielle. Dans la commune de Magaria, la mobilisation est selon le maire historique.
Le 15 octobre 2014 est une journée historique, inoubliable dans la commune urbaine de Magaria, qui sera aussi gravée dans les annales de la commune urbaine de Magaria. Excellence, Monsieur le Président, il y a plusieurs années que la ville de Magaria n'a pas accueilli un tel ordre de cette marque. La cérémonie, présidée par Issoufou Mahamadou, a attiré les habitants des villages environnants comme les mâts attirent le métal. Regroupés sous le soleil, ces habitants, disons certains d'entre eux, semblent chercher dans leurs souvenirs lointains le jour où ils ont assisté à une telle mobilisation. À l'Assemblée nationale, les travaux de la session budgétaire se poursuivent normalement. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 4 projets de loi. Détail avec Saini Mekido, Jibril et Ibrahim Idi. Présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, la plénière de ce mercredi 22 octobre 2014 a permis aux parlementaires d'examiner et d'adopter 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi ratifiant l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord d'Istisna A numéro 2 NIR 0132 et de l'accord de mandat d'Istisna A 2 NIR 0132 signé le 26 juin 2014 à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque islamique de développement BID relatif au financement du projet BID UOMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Ce projet de loi a été adopté avec 72 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-10 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro HA 931-NE signé le 29 avril 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID d'un montant de 26 100 000 droits de tirage spéciaux, soit à l'équivalent de 40 millions de dollars US ou de 20 milliards de francs CFA, relatif au renforcement des capacités du secteur public pour la délivrance des services. Ce projet de loi a été adopté avec 66 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-11 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro HA 938-NE signé le 11 avril 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID d'un montant de 45 700 000 droits de tirage spéciaux, soit à environ 70 millions de dollars US ou l'équivalent de 35 milliards de francs CFA, relatif au financement de la 3e politique de développement de la croissance partagée. Ce projet de loi a été adopté avec 68 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5532 NE d'un montant de 9 millions de droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 13 800 000 dollars US ou 6 900 millions de francs CFA, relatif au projet de financement de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex, signé le 19 septembre 2014 entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID. Ce projet de loi a été adopté avec 69 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance. Je le disais tantôt dans les titres, le ministre de la Santé publique a présidé ce matin une réunion sur la préparation de réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Bilan et perspectives. C'était à l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. Compte rendu signé Halimatou Abdou et Imran Meiga. Cette rencontre entre le ministère de la Santé publique avec les corps diplomatiques intervient après plusieurs réunions sur un sujet qui devient de plus en plus inquiétant. Il s'agit de la question de la maladie à virus Ebola. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Une rencontre qui vise entre autres 3 objectifs. Cette rencontre vise 3 objectifs. Le premier, c'est d'informer leurs excellences les ambassadeurs accrédités au Niger et vulgariser notre plan à travers une large diffusion au niveau des médias
au niveau de ces chancelleries qui vont porter la voix du Niger loin pour que ces plans soient pris en compte. Donc il s'agit de leur présenter ces plans, de leur dire que voilà ce que le Niger a fait sur les 2,7 milliards qui va coûter le plan. Le Niger a déjà déboursé 1 milliard de francs CFA. Le Niger a élaboré un plan national de riposte qui sera mis en œuvre par un comité interministériel, un comité national. Il y aura un comité technique qui va aussi aider le comité national et des comités au niveau des régions qui vont répercuter l'information, l'application de ces plans et des comités au niveau des départements. Il s'agit pour l'ensemble de cette structure de mettre en œuvre un certain nombre d'activités, d'actions qui concernent la prévention. Ebola, il faut d'abord s'informer, il faut prévenir à l'entrée au niveau des frontières. Il s'agit aussi de communiquer. Il ne faut pas que la population ait peur, il ne faut pas qu'il y ait la psychose, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas que les gens disent « Ah, un tel, il a la fièvre, il a la diarrhée, il vomit, il a Ebola ». S'il vous plaît. 9680 cas ont été identifiés à la date du 21 octobre dans le monde avec 4436 décès dus à la maladie à virus Ebola. Même si aucun cas n'a toujours pas été identifié au Niger, les partenaires techniques réaffirment leur engagement à rester aux côtés des autorités nigériennes dans cette lutte. L'OMS et l'UNICEF et les ONG, notamment MSF, ont beaucoup contribué à l'élaboration de ce document. Plus spécifiquement au Niger, le système des Nations Unies et les ONG se tiennent prêts à renforcer l'appui qu'ils ont déjà consenti pour la mise en œuvre effective de ce plan. Notre rôle, c'est d'agir ensemble pour que le Niger continue d'être exempt de cette maladie. Et dans ce cadre, nous sommes prêts et disposés à continuer cet appui au niveau du système des Nations Unies d'une part, et au niveau de l'ensemble de la communauté humanitaire. Notre réponse est oui, et un oui franc, pour continuer à appuyer les autorités nigériennes dans la mise en œuvre de ce plan. Afin de mener à bien cette lutte, le ministre de la Santé publique appelle les populations nigériennes de rester vigilantes. Il rassure en soulignant que toutes les mesures et dispositions adéquates sont prises afin qu'il n'y ait pas un seul cas de la maladie au Niger. Par malheur, si cela arrivait, le ministre de la Santé publique a affirmé que toutes les dispositions seront prises à temps afin d'éviter la propagation. Le personnel du groupe radio et télévision Dunia s'est rendu ce matin au Centre national de transfusion sanguine pour effectuer un don de sang. Objectif venir en aide aux malades et contribuer à l'amélioration de leur santé. Le compte rendu est signé Ralia Sami et Munkela Tijani. Donner du sang, un acte simple mais de grande importance. Donner son sang, c'est venir en aide aux nécessiteux. C'est dans cette optique que le personnel de radio et télévision Dunia s'est rendu au Centre national de transfusion sanguine CNTS pour effectuer un don de sang. Donner du sang, c'est sauver des vies. Puisque d'autres ont déjà donné, je suis sûr qu'un des miens a bénéficié de ce sang. Eh bien, il va falloir que nous autres aussi, on le donne. Et c'est ce qu'on demande à l'ensemble des Nigériens. Et c'est une bonne chose parce qu'au lieu de donner à quelqu'un 1 million, il vaut mieux venir donner son sang ici et vous allez sauver beaucoup de vies. Et ça, c'est important. La vie n'a pas de prix. Pour le directeur général du Centre national de transfusion sanguine CNTS, donner son sang est un acte très simple, honoré et volontaire qui permet de sauver des vies. Du Centre de transfusion sanguine. Et je voudrais en tout cas les remercier une fois de plus pour avoir répondu à cet appel. Et je souhaiterais que les autres groupes de télé et radio fassent le même pas. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent pour venir faire leur don de sang. Le don de sang, c'est vraiment une œuvre utile, une œuvre humanitaire. On donne gratuitement son sang pour sauver des vies humaines. Le sang, une fois prélevé, est soumis à l'étape de préparation qui consiste à séparer les différentes couches sanguines et les placer dans des poches différentes. Ici, dans la salle de séparation, on sépare ici, oui, le sang au niveau de la
On sépare les kilos globulaires, kilos plaquettaires et le plasma. Ici. Il y a des poches triples pour les autres. Mais ici, c'est des poches doubles. Oui, on va séparer les kilos globulaires du plasma. Le plasma, ça sera réservé 1 an de conservation pour les brûlés et les accidentés. Après cette phase de préparation, le sang passe au laboratoire d'analyse. Il est traité et testé, ensuite classé selon les groupes. Il est à la fin livré aux agents chargés de la distribution. À ce niveau, les 3 principales chaînes de réception, à savoir la maternité Gazobi, l'hôpital national et le CHU Lamordé, viennent déposer leur bon de commande de sang et s'en procurent gratuitement. Le prélèvement se fait seulement ici au niveau du synthèse, avec ses équipes fixes et mobiles. Donc ils collectent, ils font le traitement, donc tout ce qu'il y a comme test à faire au niveau du sang, ils le font. Maintenant, ceux qui sont prêts pour donner aux malades, ils viennent ici. Maintenant, en fonction, comme je vous ai dit, il y a au moins 3 grands dépôts. La maternité Gazobi a un dépôt, comment on appelle, le CHU en a, la Poudre en a. On donne à ces dépôts-là pour servir leurs malades. Maintenant, l'hôpital et toutes les autres formations, c'est ici on les gère. Par ce geste important, les agents du groupe Dunia vont contribuer à sauver des vies. Il faut noter que le don de sang n'engendre aucune conséquence néfaste sur la santé du donneur. Sur un tout autre plan, les enseignants et étudiants de l'Institut supérieur de santé, ISS, ont commémoré ce matin le 10e anniversaire du dit institut. C'était en présence de plusieurs invités de marque. Le compte-rendu est signé Murtala Zouberou et Issa Hassan. C'est dans une ambiance chaleureuse que les étudiants et le corps enseignant se sont retrouvés pour commémorer le 10e anniversaire de l'Institut supérieur de santé. L'occasion a également été mise à profit par la 8e promotion de l'ISS, celle de l'année 2011-2014 pour prêter serment. Elle a aussi permis à l'administration de récompenser les étudiants ayant obtenu de bonnes mentions lors des examens en certification de santé 2013-2014. Salam alaikum. Alaikum assalam. Ko sai usa gaiga. Zoto sino. To sheda. Usa gaiga. To sino ine msubai. Aja ko sai usa gaiga aja. Sargai modo no irsulo sala ko fi. Ah mat dolno wala. Duman te bola dai ka kagambo. Duman te bola ka kagambo. Ini kan dati adiba. La représentante des récipiendaires de la 8e promotion de l'ISS est revenue sur le taux de réussite enregistré par l'USS. Ce 10e anniversaire de l'Institut supérieur de santé ISS est célébré au moment où notre institut vient d'enregistrer un taux de réussite très satisfaisant à l'examen de certification, que de 99%. Ce résultat est le fruit de toute une équipe, à savoir l'administration de l'ISS, les enseignants permanents et vacataires, les encadreurs de terrain, de stage, qu'ils reçoivent tous nos sincères remerciements. Pour sa part, le fondateur de l'Institut supérieur de santé, après avoir brossé le taux de réussite satisfaisant de cette promotion dans les différentes filières, a par la suite énuméré quelques faits qui ont marqué l'évolution de son institut. Pour finir, il a adressé ses remerciements aux parents d'élèves et salue leur franche collaboration. Créé par arrêté numéro 101, MSSRT DGE DES des prix du 5 juillet 2004, l'ISS a ouvert ses portes le 10 octobre 2004 avec un effectif de 80 étudiants dans 3 filières. Diplôme supérieur d'infirmier d'État, diplôme supérieur de sage-femme d'État et diplôme d'agent de santé de base. 3 enseignants permanents et 3 salles de cours. L'ISS compte aujourd'hui un effectif de 587 étudiants dans 8 filières, dont 5 en formation initiale, IDE, sage-femme, ASB, TLD, TDS et 3 en spécialisation, technicien supérieur de santé et sécurité au travail, master en sciences infirmières et obstétricales et master en épidémiologie d'intervention.
18 enseignants permanents. La cérémonie marquant le 10e anniversaire de l'ISS a été sanctionnée par la prestation de serment des récipiendaires de la 8e promotion et la remise de cadeaux aux candidats qui se sont fait distinguer dans leurs études. Une cérémonie qui a ainsi permis aux élèves et étudiants de mieux familiariser et partager les expériences. Et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure. Cérémonie de lancement ce matin du projet don de kits scolaires dans l'enceinte de l'école primaire Barkalese. Un partenariat de Orange Niger, la Jeune Chambre internationale de Niamey, JCI, et la DHL. Objectif, renforcer les capacités dans l'éducation des élèves de l'école Barkalese et les appuyer pour la prise de conscience de leur implication dans leur éducation. Le compte rendu est signé Aïs Ibrahim et Sambo Zamou. La Jeune Chambre internationale Niamey Élite, organisation locale membre de la Jeune Chambre internationale Niger, a organisé cette campagne de don de kits scolaires deuxième édition à l'endroit des écoles primaires modernes et traditionnelles. Un don de kits composé d'un t-shirt orange, d'un bic bleu et rouge, d'un crayon, d'un taille-crayon, d'une gomme et d'un autre bic DHL. L'école étant la porte du savoir-faire et du savoir-être, l'éducation est indispensable pour le développement économique, social et culturel. Pour cela, elle a besoin de la participation et de la contribution de tout un chacun en tant qu'individu ou groupe d'individus à apporter sa pierre à l'édifice pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Le choix cette année de l'école primaire Barkalese rentre dans le cadre d'un développement durable car l'école a déjà bénéficié une première fois en début du mandat 2014 d'une campagne de plantation d'arbres pour lutter contre la désertification. La Jeune Chambre internationale et la Fédération mondiale de jeunes citoyens actifs ayant pour mission d'offrir aux jeunes gens des opportunités de développement, de développer leur sens de leadership, de s'engager dans des initiatives qui améliorent leur compréhension des responsabilités et des droits, cultiver l'esprit d'entrepreneuriat, de créativité, de motiver, de collaborer, de connecter et d'impacter. Notre mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Cette action a pour but la réalisation d'un impact positif pour un développement durable. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour inviter toutes les autres bonnes volontés à amener leur pierre dans l'édification d'une école nigérienne. Et je voudrais paraphraser pour cela un grand homme qui a été le roi Gezo d'Abomey, qui a dit il y a plusieurs siècles que si tous les enfants venaient par de leurs mains boucher les trous de la jarre percée, l'eau ne coulerait pas de la jarre. C'est pour dire que quelle que soit la modesticité de notre geste, il est bien d'amener notre pierre pour l'éducation des enfants, car comme l'a dit un autre grand homme, chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Par ce projet de don de kits scolaires, l'école primaire Barkalese renforcera les capacités des élèves dans l'éducation. Ce geste vient renforcer les efforts déjà déployés par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour améliorer la qualité des enseignements au sein de nos écoles. Après ce don, l'appel lancé par la chef du projet kit scolaire au gouvernement et aux partenaires financiers est d'appuyer l'école Barkalese par la construction des murs de clôture afin de mettre en sécurité ses élèves et leurs enseignants. L'actualité dans nos régions à présent, remise officielle d'un premier lot aux bénéficiaires de la subvention des activités génératrices de revenus par le sous-bureau Oxfam d'Agadez. Une cérémonie placée sous le thème assainissement urbain de la ville d'Agadez, appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.
prévention et gestion des conflits. Ramédé Alassane et Babale Amazagui pour le compte-rendu. Œuvrer au sein d'une coalition globale pour le changement afin de trouver des solutions durables à l'injustice et à la pauvreté dans une approche fondée sur la défense des droits humains. C'est dans cet esprit que le sous-bureau Oxfam d'Agadez a procédé à la remise officielle d'un premier lot aux bénéficiaires de la subvention des activités génératrices de revenus. En effet, sur les 3429 dossiers déposés pour financement, 96 ont été identifiés et retenus comme étant des filières porteuses de concert avec les communes et les services techniques. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom du coordinateur sous-bureau Oxfam Agadez et de l'ensemble de mes collègues en ce jour si mémorable pour tout d'abord vous adresser nos sincères salutations et remerciements pour avoir honoré de votre présence à cette cérémonie de remise à un premier lot de bénéficiaires de la subvention AGR dans le cadre du projet Instrument de stabilité IDS 2 financé par l'Union européenne sous la maîtrise d'ouvrage de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et mise en œuvre par Oxfam dans la commune d'Agadez. En effet, nous sommes en droit de nous réjouir aujourd'hui d'être à terme d'un processus très laborieux qui a conduit à la sélection de 96 dossiers pour financement sur 3429 dossiers reçus sur la base des critères validés par les membres de la commission communale de sélection et d'une enquête sur les filières porteuses identifiées de concert avec les communes et les services techniques. C'est ainsi le lieu de rendre un hommage mérité à la commission communale qui a ardemment travaillé dans la transparence, la rigueur et l'objectivité requises pour aboutir à ces résultats. Nous ne manquerions pas de remercier la Haute Autorité à la consolidation de la paix et la mairie qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Aux bénéficiaires retenus, nous les exhorterons à faire bon usage de cet appui et à conduire les activités conformément aux spécifications techniques définies dans le dossier de demande de financement afin de faire prospérer leur activité. Une formation sur le thème gestion, comptabilité et marketing leur a été déjà dispensée, en plus d'autres formations spécialisantes qui suivront. Au cours de cette cérémonie, la représentante des bénéficiaires, celle de la mairie d'Agadez et le coordinateur régional de la Haute Autorité à la consolidation de la paix ont tour à tour pris la parole. Il s'est agi pour les uns et les autres d'exprimer tantôt des remerciements, tantôt de louer l'esprit de partenariat qui est au cœur de toutes les interventions d'Oxfam. Toutes choses qui font de Oxfam l'une des plus importantes ONG humanitaires et de développement à l'échelle mondiale. À présent, je vous invite à suivre un public reportage sur la prise en charge de la malnutrition et bien d'autres maladies dont souffrent les enfants dans le département de Guidam Rumji, région de Maradi. Ces enfants sont entièrement pris en charge par l'UNICEF et ses partenaires. Reportage Nathalie Prévost. Depuis 15 ans, le Niger a enregistré des progrès importants en matière de santé des enfants de moins de 5 ans. La clé, un système de santé déployé sur tout le territoire qui prend en charge gratuitement les enfants victimes de la malnutrition et d'autres pathologies comme le paludisme. Le centre de santé intégré de Guidam Rumji dans la région de Maradi, la plus touchée par la malnutrition, la file d'attente des mères avec leurs bébés commence à s'allonger alors qu'il pleut depuis plusieurs semaines. Rachida Abdul-Karim, 10 mois, souffre de malnutrition aiguë sévère, d'une pneumonie et d'une conjonctivite. Sa mère a parcouru plus de 20 km à moto pour atteindre le centre de santé car l'état de sa fille ne s'améliorait pas. Elle vend des beignets pour élever ses 5 enfants en l'absence du père parti travailler au Nigeria. On distribue à la petite fille des médicaments et du plum peanut, un aliment thérapeutique contre la malnutrition qui vont permettre de soigner Rachida à la maison. shi ma filanta da in wanke hannuwana in ba shi guda da marece kuma in ba ta guda yakin nan kuma an ce idanun daga ciwo in sa gishiri haka kaɗan ga ruwa sai zahi in wanke mata idanun yake a sa mata magani. Les cas les plus graves sont pris en charge à l'hôpital où sont admis des enfants présentant une malnutrition aiguë sévère associée à d'autres maladies, le plus souvent le paludisme, les infections respiratoires aiguës ou les diarrhées. Le docteur Maman El Hadji Oumarou cumule ses fonctions de chef de district avec celles de chirurgien à l'hôpital de Guidam Rumji. Déjà, le terrain de malnutrition, c'est un terrain d'immunodépression aussi.
de telle sorte que c'est des malades sujets à plusieurs maladies infectieuses. Et selon les saisons, donc on a beaucoup de cas de ces maladies infectieuses. Présentement, c'est la période vraiment d'épidémie de paludisme. Quand c'est la saison de froid de décembre, janvier, février, on a les cas de maladies respiratoires aiguës et de maladies ORL. À l'hôpital, les enfants sont donc soignés parallèlement pour la malnutrition et pour les autres pathologies qu'ils présentent. Parmi les médicaments qui leur sont prescrits, des aliments thérapeutiques contre la malnutrition. On profite de l'hospitalisation pour sensibiliser les mères sur les bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Une salle de jeu contribue à stimuler les enfants. L'UNICEF, avec ses partenaires, déploie de nombreux efforts. Il y a des partenaires comme le Japon, les comités français, beaucoup de partenaires qui appuient l'UNICEF en termes de fonds pour pouvoir prendre en charge cette situation. L'ensemble des structures de santé qui assurent la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sont approvisionnées par l'UNICEF en entrants thérapeutiques, en médicaments, en d'autres items non alimentaires et en formation. C'est l'ensemble du pays qui est couvert par l'UNICEF. En 2014, l'appui du Japon a permis à l'UNICEF et ses partenaires de prendre en charge des centaines de milliers de cas de paludisme, d'infections respiratoires aiguës, de diarrhée, de fièvre et de malnutrition aiguë sévère chez des enfants de moins de 5 ans. Un autre public reportage dans ce journal, il porte sur l'Institut de santé et du développement communautaire ISDC de Zender qui déploie depuis plusieurs années des filières sur les sciences de la santé et du développement communautaire. C'est un document signé notre reporter Moussa Adamou Karba. Créé en 2008, l'Institut supérieur privé de santé et de développement communautaire s'est attelé dans la formation en sciences de la santé et du développement communautaire. Aujourd'hui, l'ISDC déploie les filières suivantes. Et pour le moment, nous formons des cadres de 3 niveaux, des cadres élémentaires, les agents de santé communautaire, et les vendeurs en pharmacie. Nous formons aussi les cadres moyens, qui sont les agents de santé de base, et nous formons aussi des techniciens supérieurs en nutrition et des techniciens supérieurs en santé de la reproduction. À l'heure où l'État nigérien s'investit pleinement pour assurer à chaque Nigérienne et chaque Nigérien un enseignement de qualité, l'ISDC vient répondre à cette préoccupation de l'État nigérien par la mise en place d'un institut supérieur en santé et développement communautaire. Pourquoi développement communautaire? Parce que dans les années antérieures, la santé ne s'occupait que du curatif. C'est-à-dire qu'une personne est malade, elle vient, on la prend en charge, on la soigne. Mais maintenant, au-delà de ce soin curatif, au-delà de cette action de soigner, il faudrait prévenir. Et qui dit prévention, en tout cas dit des mesures en amont pour empêcher donc à cette communauté en tout cas de tomber malade. Au-delà des formations en tout cas qui sont diplômantes, nous faisons aussi un peu de la formation du niveau élémentaire, à savoir les agents de santé communautaire, les vendeurs en pharmacie, et ceux-là viennent en tout cas pour intervenir au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des cases de santé. Donc, et tout ça, c'est parce qu'il y a un besoin crucial en personnel. Et nous avons pensé qu'au lieu de rester sur la dynamique de former uniquement les élèves et étudiants d'un niveau moyen et supérieur, il faudrait aussi penser donc à cette communauté qui a besoin en tout cas de faire des choses à la base, c'est-à-dire de prendre sa propre santé à la base. Avec des infrastructures modernes et un corps enseignant pétri de talent, l'ISDC a mis en œuvre un système éducatif rationnel
de qualité mettant un accent particulier sur le développement communautaire. Le déploiement de tout ce capital socio-éducatif accompagne les efforts de l'État dans la formation professionnelle. Et du point de vue des ressources matérielles, ce sont les supports. Donc les supports aussi grâce à Dieu et grâce au soutien que l'État nous apporte. Donc les écoles publiques nous ont beaucoup appuyé aussi dans l'acquisition de certains modules de formation, quand bien même que nous-mêmes nous avons en tout cas mis des moyens pour pouvoir élaborer des modules, parce que l'enseignement est devenu un enseignement modulaire. Et nous n'avons pas de problème, nous avons tous les modules. Et par rapport au matériel aussi, au matériel de démonstration et de techniques soins, là aussi, Dieu merci, nous en avons en quantité suffisante. Nous sommes autorisés à exercer par le ministère des Enseignements supérieurs et en tout cas avec la caution du ministère de la Santé publique. Et de l'autre côté, il y a le ministère de l'Enseignement professionnel et technique. Il y a le ministère de l'Éducation. Vraiment, ça c'est une grande préoccupation, c'est une grande difficulté. Parce que de l'autre côté, on vous dit de faire quelque chose et de l'autre côté, on vous dit de... Et quand vous demandez, mais pourquoi personne ne peut vous répondre? Ça, c'est vraiment un problème. Et que, en tout cas, nous sommes en train de vivre. Les étudiants, pour leur part, sont convaincus de la crédibilité et des valeurs fondamentales de l'ISDC. Il y a des bons enseignants ici. C'est bon ici, ça se passe bien. Il y a un matériel de travail. Il ne faut pas hésiter de faire une étude de santé. Pour bien accompagner le 3e millénaire, les responsables de l'établissement entendent déployer plus de moyens et de compétences au profit des étudiants. En perspective aussi, nous sommes autorisés à former les autres cadres de la santé, à savoir les infirmiers diplômés d'État, les sages-femmes, les techniciens de laboratoire, etc. Mais malheureusement, ça aussi, ça fait partie des difficultés. La population, en tout cas jusque-là, n'est pas totalement sensibilisée, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas totalement sensibilisés sur, en tout cas, la possibilité d'être formés sur place. En somme, l'ISDC apparaît comme une référence parmi les écoles de santé à Zender. Avec les moyens de bord, l'ISDC a su créer un cadre académique unique et social dans cette marche vers la mondialisation. Pour des raisons techniques, la partie magazine annoncée en début du journal vous sera diffusée juste après ce journal. Ici donc se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir. Ina kuke masu buƙatar wutar lantarki a gidajenku ko garuruwa ko kuma karkara ga wani albishir. Group Tech kamfani ne da ke odar kayayyakin wutar lantarki a farashi mai rahusa. A Group Tech za ku samu kowane irin foto na janyo wutar lantarki na siminti ko na karfe tare da wayoyin lantarki iri-iri ƙanana da manya cewa da fast tension ko moyen tension a turance waɗanda za ku iya janyo wutar lantarkin ku da su ta sama ko kuma ta ƙasa. Group Tech ya ce akwai shi da transformator manya da ƙanana kama daga masu ƙarfin kabiya 20, 50, 100 har zuwa waɗanda ke da ƙarfin kabiya 650, 1000 ko kuma 1250. Group Tech ya tanadar muku da dijon fitar irin na saman foto. Kana akwai ƙananan adakunan na lantarki da ake mallakawa akan foto cewa da civil post kafin a turance su ma ƙanana da manya. Idan kuna bukata, Group Tech na iya gina muku cibiyar kera wutar lantarki ta ƙasa cewa da post kafin a turance tare da kayanta gabaki ɗaya. Haka kuma kuna iya samun dukkanin kayayyakin da kuke bukata na janyo wutar lantarki a Group Tech a farashi mai rahusa.
Group JTEC na da waɗansu manya-manyan motoci da injinoni waɗanda za ku iya aikin janyo wutar lantarkin ku da su a ko'ina kuma zuwa inda kuke bukata.